Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment définir des permissions dans Airtable pour que chaque collaborateur ait accès à la base Airtable, mais sans risquer par exemple de détruire toute la structure que vous avez mis en place. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et je vous montre ça juste après. Si jamais Airtable est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va passer directement dans le vif du sujet. Donc vous commencez à avoir l'habitude, j'ai partagé mon écran et donc je vais simplement parcourir un article de blog que je viens d'écrire et vous expliquer ça oralement, ce sera un peu plus interactif que de lire ça uniquement sur le blog. Donc il faut savoir que Airtable a introduit des permissions et ces permissions elles vont vous permettre de gérer les droits de chaque collaborateur, chaque personne qui collabore avec vous sur la base Airtable. Alors ce qui arrive en général, c'est que tous les collaborateurs n'ont pas le même niveau de droit dans la société. Et donc certains collaborateurs sont plus familiers avec les outils digitaux, d'autres le sont moins. Et typiquement, cette expérience avec les outils digitaux, on va la prendre en compte quand on va définir les rôles des utilisateurs ou leurs permissions. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si on donne trop de permissions à quelqu'un, à la fois au niveau de la sécurité, c'est un problème, parce que si cette personne sort du jour au lendemain de la société, ou on ne sait pas trop ce qui peut se passer, ou même que cette personne par inadvertance supprime des lignes, supprime une base, etc., on peut rapidement se retrouver dans une situation délicate, et potentiellement dans l'impossibilité de restaurer un backup antérieur. Donc c'est vraiment important de gérer ces permissions et d'attribuer des permissions cohérentes par rapport à ce que les collaborateurs doivent faire dans la société et dans la base Airtable. Alors dans Airtable, déjà il y a plusieurs types de permissions qui sont définis. Donc les différents niveaux de permissions qui existent sont owner, qui est donc le propriétaire de quelque chose, que ce soit du workspace ou de la base. Ensuite, on a Creator. Creator, c'est un niveau juste en dessous du Owner. Il a globalement les mêmes droits que le Owner, sauf que ce n'est pas lui qui gère le workspace, et donc ce n'est pas celui qui gère la facturation, etc. C'est vraiment juste plutôt l'aspect technique de la base. Donc typiquement, quand je viens à intervenir, quand je suis amené à intervenir sur des bases de clients, eh bien on me donne souvent la permission de Creator et pas de Owner, parce que je ne suis pas le propriétaire, mais je suis un créateur sur cette base ou sur ce workspace. Alors on a aussi les rôles éditeurs. Alors éditeur, ça c'est assez intéressant. C'est toutes les personnes qui vont être en mesure de lire et d'écrire de la donnée dans Airtable, donc aller modifier des records, etc. Mais qui n'auront pas l'autorisation par contre de configurer des tables, donc de rajouter des tables, de rajouter des champs, etc. Et qui ne pourront pas non plus modifier des vues qui ont été verrouillées. Donc ça veut dire que vous, si vous configurez votre base de données, que vous créez vos tables, etc., vous créez vos vues, ensuite vous verrouillez certaines vues, celles que vous ne voulez pas qu'on touche, et ensuite vous pouvez ajouter tous vos collaborateurs en éditeur et ils auront des droits d'accès comme ça à la base de données. Ensuite, on a le rôle commenter. Commenter, c'est globalement quelqu'un qui va uniquement pouvoir visualiser la donnée et venir commenter de manière ponctuelle. Donc ça peut être bien si c'est par exemple un rôle de supervision ou voilà, simplement vraiment des petites touches qui vont être ajoutées par-ci par-là. Et ensuite, il y a le rôle read only, et ça c'est de la lecture seule, ça veut dire on arrive sur la base et on ne fait rien. En gros, on peut juste constater la donnée, utiliser les vues existantes, etc., mais on peut juste lire de la donnée. L'avantage de ce rôle read only, c'est qu'il n'est pas facturé. Donc si vous avez dans votre entreprise des personnes qui travaillent sur d'autres systèmes, qui ont simplement besoin de temps en temps de voir un numéro de facture, etc., vous pouvez les mettre en read only, et ça permettra simplement qu'ils puissent voir cette donnée facilement sans leur payer un abonnement. Alors, dans Airtable, il y a la notion de collaborateur workspace ou collaborateur base. La différence qui est importante, c'est une différence qui est importante à comprendre parce que en fonction de la manière dont vous allez organiser vos bases de données ou vos workspaces, eh bien, vous allez définir vos collaborateurs comme collaborateurs d'une base spécifique ou d'un workspace dans son ensemble. Donc, pour rappel, un workspace, c'est un ensemble de bases de données qui sont partagées pour des mêmes utilisateurs. Donc par exemple, un workspace, donc un espace de travail qui représente la société, et dedans on va avoir différentes bases de données. On va avoir une base de données par exemple facturation, une base de données sales, une base de données, voilà. Et vous avez plusieurs choix.
soit vous ajoutez tous vos collaborateurs à ce workspace, et ça veut dire que vous leur donnez un rôle global pour ce workspace. Par exemple, vous leur donnez un rôle editor, et ça veut dire que tous vos collaborateurs qui sont en editor sur ce workspace ont donc un rôle éditeur sur chacune des bases de ce workspace. Ça peut être bien ou pas bien en fonction de votre situation. Une autre manière de faire, c'est de dire on crée un workspace, on a seulement quelques personnes, par exemple le management qui est en soit owner, soit creator, soit même editor sur le workspace, qui a donc une vue d'ensemble sur toutes les bases, et ensuite, par base, on va venir définir des collaborateurs de manière beaucoup plus précise. Et donc on va dire que par exemple la base commerciale, eh bien on va ajouter tous les commerciaux en editor, et on pourra par exemple ajouter la personne qui gère l'admin, on va par exemple la mettre en read-only ou en commentor, et comme ça, les sales ont accès à la base en édition, vont pouvoir créer des lignes, modifier, etc. Et la personne qui vient de l'admin peut quand même aller voir un peu ce qui se passe au niveau des offres, etc. et rajouter des petits commentaires en disant « Bon, Sébastien, pourquoi est-ce que cette offre t'a mis ça comme ça, ou est-ce que tu as des nouvelles par rapport à cette offre ?» Et donc, on peut avoir une collaboration qui est avec un peu plus de granularité au niveau des permissions par base. Donc ça, en fonction de la taille de votre société, des permissions que vous voulez allouer à chacun, vous allez soit allouer ces permissions au niveau du workspace, ou soit les allouer au niveau de la base. Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez le gérer. Alors, au niveau des pratiques les plus courantes que moi je constate, c'est plutôt de créer un workspace pour l'entreprise, et donc, soit si c'est une petite entreprise, de rajouter tout le monde dans ce workspace, par exemple en édition, et si ce sont des plus grandes entreprises, c'est plutôt de définir chacune les permissions au niveau des bases directement. Alors, au niveau des actions qui sont possibles par permission sur une base, donc ça c'est vraiment soit quand on a ajouté un collaborateur au niveau du workspace, ces permissions, donc par exemple vous ajoutez un editor, eh bien la permission editor va descendre au niveau de toutes les bases workspace. Donc si moi je suis ajouté sur votre workspace en tant qu'editor, je suis donc par conséquent éditeur de chacune de vos bases. Et par exemple, si je suis simplement ajouté comme éditeur d'une base, eh bien j'ai les permissions éditeur d'une base. Donc finalement, au niveau des actions possibles par permission sur une base, ça ne change rien, c'est soit vous avez un rôle spécifique sur la base, soit vous l'avez de manière descendante par le workspace. Donc ça, c'est les actions qu'on va avoir en fonction des différents rôles sur une base spécifique. Donc, vous voyez que si on est owner ou creator, au niveau de la base, ça ne va rien changer, c'est-à-dire on aura tous les droits. Donc pour une base, qu'on soit owner ou creator, ça ne va rien changer, c'est vraiment sur l'aspect workspace, facturation que ça va changer. On va voir ça juste après. Owner creator, vous retenez simplement que vous avez tous les droits d'édition, donc un owner, il va pouvoir ajouter des lignes, ajouter des champs, ajouter des tables, etc. Un éditeur, lui, il va pouvoir accéder à la lecture, accéder en lecture à la base de données, il va pouvoir ajouter des commentaires, ajouter ou modifier, ou même supprimer des lignes. Il va pouvoir également ajouter, modifier ou supprimer des vues. Attention, pas n'importe quelle vue, seulement les vues qui n'ont pas été lockées. Donc vous avez la possibilité de verrouiller des vues. Donc typiquement, en tant que creator, vous pouvez créer des vues, les verrouiller et ensuite donner un accès en édition, donc éditeur, à d'autres collaborateurs, et ces vues que vous avez verrouillées, elles seront bloquées et ces éditeurs ne pourront pas les débloquer. Donc ça peut être assez pratique si vous avez envie de limiter en tout cas la reconfiguration d'une vue, parce que parfois les utilisateurs ont tendance à aller un peu changer leur filtre sans tenir compte du fait que quand ils changent un filtre de leur côté, ça l'applique également à tous les autres collaborateurs. Donc c'est intéressant de rajouter des personnes en collaborateur. Alors en commentateur, on va avoir l'accès en lecture à la base de données, on va pouvoir ajouter des commentaires, comme le nom l'indique. Par contre, on ne va pas pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des lignes. Donc on est vraiment un commentateur qui vient visualiser la base et rajouter rapidement quelques commentaires. Et ce commentateur, il va aussi pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des vues, mais seulement ses propres vues. Donc il va pouvoir venir dire par exemple je veux avoir la possibilité de commenter rapidement seulement certaines factures, et donc il va se créer une vue avec uniquement les factures qui l'intéressent, et comme ça il pourra avoir ses vues rapidement. Ça peut être assez utile aussi. Et Read Only, c'est simplement un accès en lecture à la base de données, très utile aussi pour quelqu'un qui veut avoir une vue mais pas spécialement commentée ou autre. Alors au niveau des actions possibles par les permissions, au niveau du workspace, c'est vraiment quand on ajoute un collaborateur sur le workspace et qu'on le met par exemple en creator sur un workspace, eh bien, il va pouvoir renommer un workspace, ajouter, modifier, supprimer. Donc,
vraiment gérer ce workspace. Donc il va pouvoir, quand on rajoute un creator sur un workspace, en gros, il peut tout faire. La seule chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est donner des permissions plus hautes que ses propres permissions à quelqu'un, ce qui est assez logique. Donc un creator peut inviter un autre creator, un nouveau collaborateur en creator, mais il ne peut pas rajouter un owner. Donc, mais ça c'est assez logique, puisque si moi-même je ne suis pas owner, je ne peux pas inviter quelqu'un en étant owner. Et un creator ne va pas non plus pouvoir changer les coordonnées de facturation, etc. Et donc c'est pour ça que cette solution est assez utilisée quand je suis invité sur une base par mes clients, c'est parce que eux restent owners, ils gèrent tout l'aspect facturation, ils encodent leur carte de crédit, etc. Et moi je suis invité en tant que creator, donc je peux modifier leur workspace, la structure des workspaces, créer des bases, supprimer des bases, les modifier, etc. Parce que globalement ils me font confiance. Et j'ai pas spécialement besoin d'accéder à tout ce qui est facturation. Ce que moi je vous conseille, c'est que déjà, d'un point de vue sécurité, je vous conseille vraiment d'essayer de limiter les permissions au minimum. C'est vraiment un principe de base en sécurité, c'est d'éviter de donner trop de permissions aux gens. Simplement parce que, pas spécialement parce qu'ils peuvent être malveillants, ça c'est un des aspects, mais aussi parce qu'ils peuvent faire des erreurs. Et donc, le fait de limiter ces permissions, ça limite aussi le risque d'erreur, parce que si une personne n'a pas les droits pour supprimer une base, eh bien, même s'il fait une erreur, il ne pourra jamais la supprimer, même par inadvertance. D'un point de vue gestion, je vous conseille vraiment de donner les accès en creator, par exemple, à un workspace ou à une base, uniquement à des personnes qui maîtrisent bien Airtable. Donc, comme je l'expliquais, pour éviter qu'ils suppriment une base, mais aussi pour éviter qu'ils modifient des champs. Par exemple, qu'ils rajoutent des champs par la suite, qu'ils en suppriment, etc. Parce que parfois, c'est des personnes qui n'ont pas assisté à la conception de la base, qui donc ne savent pas exactement quels sont les champs prévus, peut-être à quoi servent ces champs, etc. Et ils vont vite avoir une tendance à rajouter des champs en disant « moi j'ai besoin d'une info en plus ». Et en fait, peut-être que cette information, elle existe déjà, mais elle est masquée sur certaines vues, etc. Donc vraiment, évitez au maximum d'ajouter des creators sur votre base. Essayez de garder des creators, des gens qui maîtrisent vraiment la structure de la base de données. Et par contre, ce que je conseille, c'est que effectivement, vos utilisateurs en édition, ils auront peut-être des besoins supplémentaires. Et donc, il faut trouver un moyen en interne pour eux de remonter cette information. Donc, vous faites par exemple une table feedback avec un petit formulaire, et quand ils ont du feedback, une demande spécifique, ils remplissent ce petit formulaire. Et vous, tous les mois, vous faites par exemple un point sur les demandes qui ont été faites et vous en discutez avec eux, vous brainstormez et vous voyez si la demande est pertinente ou non, comme ça déjà vous filtrez. Et vous pouvez vraiment analyser cette demande, l'approfondir et aussi la documenter. Parce que quand les gens rajoutent un champ, ils vont oublier de la documenter. Vous gardez vraiment le contrôle là-dessus, vous regardez ce qui a été demandé et vous l'appliquez ou non et vous le documentez. Et ça, c'est vraiment le système que je conseille, c'est un peu une sorte de système de ticketing. Voilà, donc en conclusion, je vous conseille vraiment de faire attention aux personnes que vous ajoutez sur la base, évidemment. Vérifiez ça régulièrement aussi, parce que ajouter un collaborateur sur une base, c'est aussi de la facturation. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un collaborateur qui a la moindre permission en édition, en commentaire, etc., vous allez être facturé pour ça. Donc c'est vraiment important de garder quand même un œil là-dessus et pas inviter n'importe qui tout le temps. Voilà, donc je pense qu'on a fait globalement le tour du sujet par rapport aux permissions. J'ai peut-être oublié certaines choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous répondrai rapidement. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, si vous vous intéressez à Airtable en général, je vous invite vraiment à vous abonner, mais activez les notifications, comme ça, je vous rappelle, vous êtes notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc je vais sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois, beaucoup de vidéos sur différents niveaux, débutants, intermédiaires et même avancés avec les scripts, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pertinent pour vous si vous êtes sérieux avec Airtable et vous souhaitez vraiment vous lancer dedans. Voilà, donc on a fait le tour du sujet. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!